Bonjour à tous. Bienvenue à cette causerie, la deuxième causerie sur les technologies émergentes. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux conférenciers qui vont nous expliquer vraiment les champs électriques pulsés en industrie laitière et les défis de la théorie à la pratique. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Donc, on a le docteur Sergei Mikhailin, il dirige Eco Food Lab au département des sciences des aliments de l'Université Laval à Québec. Il est membre de l'Institut de nutrition des aliments fonctionnels, donc l'INAF, du Centre de recherche en sciences et technologies du lait, le STELLA, et de l'unité mixte de recherche gastronomie Québec Lab et du laboratoire international associé sur la bioproduction d'antimicrobiens naturels. Il anime également l'axe sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein du pôle bioalimentaire du Québec. Le docteur Michaeline mène ses activités dans le domaine du développement durable, de l'éco-efficience, dans le secteur de la transformation des aliments et de la restauration, de la valorisation des coproduits, de la gestion des déchets et des traitements électriques à haut voltage appliqués à l'industrie alimentaire. Il est l'auteur de plus de 50 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. De plus, le docteur Michaeline co-préside la conférence internationale Green Food Tech et il est membre du comité organisateur et scientifique du congrès LCA Food en 2026. Maintenant, je vous présente la docteure Marc-Claude Jantès. Euh, Dr. Jantès est chercheur scientifique au sein d'Agriculture agroalimentaire Canada depuis 2020. Passionné de la science et des produits laitiers, Dr. Jantès met à profit son expertise multidisciplinaire en microbiologie, chimie et procédés de transformation pour améliorer la qualité, la salubrité et la fonctionnalité des produits laitiers. Dans une approche d'économie circulaire, elle travaille à valoriser les coproduits laitiers à produits à valeur ajoutée afin de maximiser l'utilisation de tous les composants du lait. Elle étudie également les technologies émergentes en transformation alimentaire telles que les champs électriques pulsés afin d'accroître la durabilité des systèmes de production. Ces travaux visent à fournir des solutions scientifiques et technologiques concrètes pour répondre aux enjeux stratégiques du secteur laitier. Non. Marc-Claude, pardon. Est-ce que tu peux Oui, me donner, voilà. parfait, merci, la prochaine diapo. Donc, pour la causerie, je vous demanderais de mettre votre micro à fermer. Vous pouvez laisser votre caméra ouverte. C'est toujours intéressant d'avoir les gens qui nous écoutent. Et aussi, si vous voulez poser des questions, les questions, ça va être plus vers la fin de la présentation. Vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez aussi lever la main. Donc, je vous laisse présenter. Merci, Marie-Pierre. Donc, merci pour la présentation. Merci aussi au Centre d'expertise fromager d'avoir organisé cette série de conférences sur des technologies émergentes et le potentiel d'application dans l'industrie laitière. Donc, merci de nous avoir invités. Donc, comme Marie-Pierre le mentionnait, notre présentation va durer environ 60-70 minutes. Puis, si vous avez des questions là, qui vous brûlent, donc n'hésitez pas à aller mettre ça dans la boîte de clavardage ou de vous lever la main puis de la poser directement là, à la fin de la présentation. Ça va nous faire plaisir à Sergueï et à moi. Donc, Marie-Pierre, tu nous as déjà présenté, alors je vais être très, très brève. Donc, oui, en effet, dans les thématiques là, de recherche que je focus dans les dernières années, bien entendu, ben, tout ce qu'on parle, les surplus de solides non gras du lait, donc c'est une problématique que j'étudie dans mon laboratoire, surtout au niveau des perméas de lait, perméas de lactosérum, de valider la variabilité de ces coproduits-là et de leur aptitude à la transformation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un perméa de lactosérum qui est très variable en composition, puis quelle est son aptitude ou sa résistance au traitement thermique, par exemple? Comment si on veut transformer le lactose en autre composé à valeur ajoutée, est-ce qu'on va avoir la même réponse dépendant de la variabilité de ce coproduit-là? Donc, c'est vraiment des choses qu'on étudie puis qu'on veut redonner à l'industrie pour vous outiller, pour développer de futurs produits à partir de ces coproduits-là. Et également, les technologies dites vertes ou émergentes, c'est aussi un point
j'explore, justement dans une optique de comment on peut mieux transformer le lait, comment on peut être plus éco-efficient, comment on peut plus garder les valeurs nutritives de notre lait. Donc, c'est des questions auxquelles j'aime bien me pencher là, dans les projets de recherche avec mon équipe. Donc, je vais laisser sans plus tarder Sergey se présenter. Et merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup, Marie-Pierre et le Centre d'expertise fromagère de nous avoir invités. C'est un grand plaisir. En fait, je suis très content que justement vous êtes intéressés aussi par les innovations, dont les technologies émergentes. Si tout va bien aussi, je vais donner une petite conférence le temps prochain sur les questions de durabilité. Donc, ben, comme Marie-Pierre a mentionné, je suis directeur d'EcoFood Lab qui fait partie du département de sciences des aliments et membre de plusieurs unités dont l'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels et le Centre de recherche en sciences et technologies du lait Stella. Donc, l'année passée, notre institut a fêté 25 ans. C'est quand même des gros avancements. Et en fait, à la base de cet institut, le Centre Stella, qui est un des plus vieux centres de l'université, en fait, c'est les chercheurs du Centre Stella qui ont participé très activement pour démarrer cet institut qui est maintenant un fleuron de l'Université Laval et c'est aussi un regroupement des chercheurs du Québec. Ben, Marie-Claude aussi fait partie de l'INAF. Donc, c'est un plus grand institut travaillant sur les questions de l'alimentation, santé, société, durabilité. Je suis membre chercheur d'un labo international sur la production d'antimicrobiens naturels qui est maintenant migré vers le réseau international de recherche, entre Université Laval, Université de Lille, Université de Jean Blou en Belgique. Cette inauguration a été annoncée lors de notre dernier congrès Green Food Tech, comme vous pouvez voir ici avec les collègues de Belgique, de France et nos collègues Laurent Bazinet, notre directrice Renée Michaud et coordinatrice Eliane Picardolin. Donc là, on vise à élargir la programmation et de travailler avec plusieurs matrices et au-delà juste des antimicrobiens naturels, mais sur aussi les molécules bioactives. Euh, Prochaine? Ça sera pas long. Je me rôde aussi dans mon rôle Ouais. de présentatrice de slides. Désolée. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir pris ce rôle. C'est pas toujours évident, hein. Un des projets majeurs, justement, de l'INAF, c'est un pôle bioalimentaire, qui vise, en fait, plusieurs axes pour renforcer les innovations et faire les transferts aussi des connaissances vers le milieu. Et moi, je suis directeur d'un chantier économie circulaire et lutte au gaspillage alimentaire. Prochaine. Il y a plusieurs expertises justement que j'explore au sein de mon labo avec un fil conducteur, le concept de l'éco-efficience, qu'on va explorer tout à l'heure. Mais grosso modo, on vise justement à avoir des pratiques dans les services alimentaires et dans le secteur de transformation des aliments, qui sont meilleurs pour l'environnement qui sont aussi bénéfiques pour les consommateurs et qui font du sens aussi pour les producteurs et transformateurs. Donc, euh, le prochain. On- Voici le titre justement de notre présentation, les champs électriques pulsés à l'industrie laitière. On va parler des défis de la théorie à la pratique. Merci, Sergey. Donc, plus spécifiquement, là, on va s'attarder à qu'est-ce que les champs électriques pulsés, quelles sont les applications alimentaires, avec un focus sur les produits laitiers, les défis. Quand on parle qu'on a des recherches en laboratoire, ben, qu'est-ce qu'on doit considérer pour la mise à l'échelle? Les enjeux de salubrité, d'approbation réglementaire et finalement au niveau de la durabilité. Donc, pourquoi innover? Donc, il y a plusieurs raisons. Des fois, on est forcé de le faire parce que c'est des changements réglementaires, donc on doit changer nos façons de faire. Des fois, c'est parce que notre
procédé est obsolète, donc on doit renouveler notre technologie. Des fois, c'est parce que justement, on veut augmenter la qualité de nos aliments. Et en ce sens-là, j'aimerais vous poser une question. Donc, Danick, si tu pourrais mettre le sondage. Donc, on va vous faire participer pour cette question. Donc, quelle est la principale raison là, qui motive votre organisation à innover? On va vous laisser quelques minutes parce qu'on a quand même une bonne petite liste d'épiceries. Danick va nous mettre le résultat quand il aura été compilé. Oui, il nous reste trois réponses à obtenir. Parfait. Est-ce que, Danick, on est prêt pour le roulement de tambour pour ce que les gens choisissent? Oui, Parfait. je suis prêt à afficher ça. Parfait, merci. Donc, on a durée de conservation augmentée là, qui est tombée dans le 20. Le reste, c'est des 10. Donc, on a réduction de coût, qualité du produit, durabilité et développer des nouveaux produits. Donc, en effet, vos réponses concordent avec trois études qui ont été faites au Canada, en Europe et aux États-Unis, où le top 3 pour motiver une organisation à innover, c'est effectivement la meilleure qualité qu'on peut aller chercher avec la technologie, augmenter notre durée de vie, puis, comme on le dit en anglais, faire des cost savings, vraiment aller diminuer le coût de fabrication de notre produit. Donc, je vais aller un petit peu plus loin dans mon questionnement. Je vais vous poser la question, quand on parle de technologie émergente, qu'est-ce qui pousse votre organisation à explorer ce type de technologie-là qui ne serait pas nécessairement la technologie conventionnelle? Alors, même principe, Danick, qui va nous mettre la liste, puis je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre. C'est fait, c'est partagé. Merci. Vous devriez tous voir à l'écran votre question. On va laisser peut-être une, 2 secondes encore pour voter. Danick, même chose quand tu Oui, seras prêt à nous générer les résultats. les voici. Donc, Donc, merci, Danick. Donc, en termes de bénéfices économiques et en termes de qualité de produit, ce sont les top 2 que vous avez identifiés. Il y a également les données scientifiques disponibles qui vont vous aider à explorer ou à aller de l'avant vers l'exploration de nouvelles technologies. Alors, vos réponses ne sont pas différentes d'un sondage qu'on a fait auprès de 131 participants là, à travers le Canada en transformation des aliments. Donc, qualité du produit, bénéfices économiques et nouveaux marchés ont été dans les top 3 des motivations pour aller explorer des nouvelles technologies. Donc, je poursuis brièvement avec le sondage en ligne qu'on a fait. J'ai oublié de vous mentionner à l'autre diapositive, là, mais vous avez les hyperliens dans le bas. Donc, la présentation va vous être partagée. Alors, si vous voulez aller avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez aller cliquer sur les liens. Donc, on a demandé des facteurs limitants à l'adoption des technologies émergentes. Puis, notre top 5, c'est bien entendu, quand on a une technologie qui est nouvelle, ben,
Évidemment, le coût de l'équipement est souvent plus élevé, la maintenance également. Le coût aussi pour réaliser cette recherche et développement-là, donc souvent demande beaucoup de validation. L'accès à du soutien financier est également un des facteurs qui a été identifié. Souvent aussi, il y a une augmentation de prix qui est associée parce que l'équipement coûte plus cher, donc on doit considérer ça également. Et donc, c'est de voir aussi si le consommateur est prêt à payer pour un produit premium, par exemple. Et en dernier, tout ce qui est au niveau de la validation, aussi, c'est assez un terme général, mais ça l'englobe validation réglementaire, validation qualité également, qui demande des ressources supplémentaires qui ne sont pas nécessairement disponibles ou l'expertise ne l'est pas nécessairement là, dans l'entreprise, ce qui peut limiter l'adoption de ces technologies-là. Et finalement, également, dans ce sondage-là, on a demandé quelle technologie émergente en transformation des aliments votre organisation aurait besoin plus de données scientifiques là, pour vous permettre de mieux connaître la technologie ou pour vous soutenir euh, dans l'exploration de votre dans l'exploration. Et on peut voir que dans notre top 5, les champs électriques pulsés là, ont été déterminés en deuxième position. Donc, c'est-à-dire que effectivement, cette technologie-là semble avoir de l'attraction auprès là, des industriels au Canada et semble être un peu moins méconnue ou semble nécessiter plus de données scientifiques. Alors, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter qu'est-ce qui a été fait dans la littérature et dans nos projets de recherche en termes de recherche sur les champs électriques pulsés dans les produits laitiers. Alors, quand on parle de la recherche, du plus loin que j'ai retracé dans le moteur de recherche Scopus, ça mène à 1929, les premières études où est-ce que une méthode électrique a été utilisée pour le traitement du lait par des chercheurs aux États-Unis. Et bonhomme allant de 1927 à 2025, dans les débuts des années 1900, il y avait peut-être 1 à 2 publications par année sur le sujet des champs électriques pulsés. Et en 2025, il y en a eu 368 en transformation des aliments en général. Donc, on voit qu'il y a une traction au niveau de cette technologie-là. Alors, je vais passer maintenant la parole à Sergey. Oui, c'est une technologie émergente, mais quand même, il y a plusieurs applications qu'on retrouve au niveau industriel. Donc, les données de 2022, donc on est à peu près maintenant aussi dans ces chiffres-là. Donc, à l'échelle mondiale, on a autour de 150 systèmes commerciaux. Donc, pour justement traiter les différents produits alimentaires. Prochaine. Donc, et justement, dans cette présentation, ce qui est quand même très important, c'est de comprendre le principe de cette technologie, parce que, comme plusieurs technologies émergentes, les technologies électriques et à haut voltage, une branche, c'est les technologies de champ électrique pulsé, quand même souvent est spécifique aux différents produits ou différentes applications. Donc, c'est ça. Avant de poursuivre justement des applications, on va essayer de voir, OK, quels sont les principaux composants des modules de champ électrique pulsé. Donc, et quels sont les mécanismes d'action. La prochaine. Voilà, donc si on regarde les composants clés du système des champs électriques pulsés, donc les deux composantes majeures, c'est un générateur d'impulsion, donc qui convertit énergie électrique en impulsion à haute tension. Donc, il comprend généralement une alimentation, des condensateurs de stockage d'énergie et un circuit de mise en forme des impulsions pour contrôler la durée et leur forme. Donc, comme vous pouvez voir ici à droite, donc on a justement les différents types d'impulsions qu'on peut retrouver. Donc les impulsions rectangulaires, exponentielles. Et en haut, on peut voir un mode plus conventionnel, monopolaire. Donc, mais on peut aussi avoir les impulsions bipolaires. Et l'autre composant qui est quand même principal et très, très, très important, c'est le chambre de traitement, donc qui contient 2 électrodes ou des fois
plus que deux. Donc, et les produits donc, est placé ou pompé entre les électrodes, donc assurant une application uniforme de champ électrique. Donc, et on peut retrouver les systèmes batch ou en continu. Donc, et justement, si on parle du système en continu, là, on peut ici penser, bien sûr, à la nécessité des pompes ou même des convoyeurs. Et le quatrième élément, c'est quand même le système de surveillance et de contrôle, donc pour appliquer des bons paramètres à notre produit et contrôler aussi ben, le paramètre de traitement. La prochaine. Donc, ben ici, justement, vous avez deux exemples. Donc, à droite, c'est un système, justement, en batch dans lequel vous pouvez voir à l'intérieur de chambres de traitement. Donc, vous avez une chambre avec deux électrodes, et c'est stationnaire. Donc, on place nos produits à l'intérieur de cette chambre. Donc, on ferme l'appareil, euh, on applique le traitement. Et c'est fait. Donc, et à gauche, justement, il y a une application de champ électrique pulsé pour les produits solides. Donc, dans ce cas, c'est les pommes de terre, donc qui passent dans le système par le convoyeur. Donc, l'autre type de système, c'est le système en continu, donc le système que j'ai dans mon laboratoire, mais Marie-Claude, justement, dans son centre de recherche, a le système qui est assez similaire. Donc, ici, ben, on peut voir justement la présence d'une pompe donc, qui envoie notre produit dans une chambre de traitement qui est vraiment au centre du système, donc à l'intérieur d'un cabinet de traitement. Donc, et justement, à l'issue, donc, on a notre produit traité. Donc, on peut faire aussi plusieurs passages, donc, si on veut appliquer le traitement un petit peu plus intense. Prochaine. Et voilà, un voyage justement en Allemagne où se trouve l'Institut alimentaire de l'Allemagne, donc à Quakenbrück. Ils sont assez proches aussi avec les industries, donc et les applications industrielles de plusieurs technologies, dont les technologies électriques à haut voltage, donc les champs électriques pulsés. Et justement, ils m'ont montré aussi une possibilité d'installer le module de champ électrique pulsé à l'intérieur. Ben, c'est ça, d'un module mobile qu'on peut voir ici. Et l'idée, c'est quand même de déplacer ces technologies à travers des producteurs de pommes. Donc là, l'application a été l'extraction du jus de pomme dans la saison. Donc, et l'idée, c'est quand même de diminuer les coûts d'investissement pour l'acquisition de cet appareil. Donc, ça pourrait être super intéressant pour justement les productions et transformations saisonnières. La prochaine. Et si on regarde un petit peu plus précisément les éléments plus théoriques, je vais essayer de vulgariser ça, mais quand même, il y a le système classique qui comprend deux électrodes. Et là, notre produit liquide ou solide ou semi-solide, justement, qui doit être placé entre deux électrodes. Et lorsqu'on applique la différence de potentiel ou le voltage, justement, on peut avoir nos divers phénomènes. Donc, on va voir tout à l'heure, le phénomène le plus important, c'est l'électroporation. Donc, on peut avoir des pores dans nos cellules des différentes matrices alimentaires, où là, on peut parler des micro-organismes. Donc, on peut les porer. Donc, et l'idée ici, quand même, on applique des hauts voltages. Et on peut penser, ouf, au voltage, la consommation d'énergie peut grimper, mais on applique les impulsions très courtes, donc de l'ordre de microsecondes, des fois millisecondes, et dans les systèmes plus échelle laboratoire pilote, il y a des nouvelles applications même avec les nanosecondes, les impulsions de nanosecondes. Et vous voyez quand même, le voltage est assez important, donc de 5 à 60 kilovolts. Et justement, pendant le traitement, il y a aussi des réactions qui se passent auprès des électrodes, donc électrolyse de l'eau, mais aussi la production de certaines espèces réactives comme les radicaux ou le peroxyde d'hydrogène. La prochaine. Euh, c'est un des variants justement des traitements électriques à haut voltage, donc qui existe plus à l'échelle laboratoire pour les applications alimentaires.
c'est les arcs électriques. Donc ici, au lieu d'avoir le système des électrodes pleines, là, on est dans le système électrodes pleines et pointes. Donc, et quand on applique les hauts voltages, on peut avoir d'abord le phénomène de streamer et ensuite l'apparition de l'arc électrique. Donc, ici, la différence qu'on a plus de phénomènes qui se produisent. Donc, par exemple, l'apparition des rayons UV, les microcavitations, aussi d'autres espèces actives et un choc électrique. Donc, des intégrations de différentes matrices aussi. Ça, c'est une application qu'on peut envisager avec cette technologie encore plus émergente que les champs électriques pulsés. À ma connaissance, il n'y a pas d'application industrielle de cette technologie encore. Et même avec les champs électriques pulsés, donc une technologie, disons, plus classique, on essaye d'éviter justement l'apparition de ces arcs électriques parce que ça peut vraiment menacer notre système. La prochaine. Si vous êtes intéressé quand même à lire davantage à propos de cette technologie encore plus émergente des arcs électriques ou des décharges électriques, je vous invite en fait de lire un bouquin d'Eugène Vorobiev, donc de mes collègues justement de l'Université de technologie de Compiègne de France où j'ai fait une partie de mon postdoc. Donc c'est un labo reconnu mondialement avec travaillant justement dans l'application de technologies électriques à haut voltage. La prochaine. Voilà, et c'est une belle technologie, mais il y a beaucoup de paramètres qui influencent le procédé. Justement, il y a toute une panoplie de paramètres qui sont reliés justement à la pulsation. Donc, le nombre d'impulsions, justement la forme d'impulsion, la durée, la fréquence. Le design de traitement, de chambre de traitement, c'est aussi un paramètre très important pour assurer que le champ est distribué de manière homogène à travers notre produit. Donc, ça pourrait être toujours un défi. Donc, un paramètre aussi clé à considérer, donc, c'est le voltage appliqué donc, et la distance entre les électrodes. Donc, ce qui nous donne justement la force ou l'intensité de notre champ. Donc, c'est aussi un paramètre très important, les propriétés de notre matrice. Donc, pour le lait qui est très, très, très complexe, et on l'aime justement pour cette complexité parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Donc, ici, des fois, on peut avoir avec cette technologie des défis, justement, parce que il va falloir toujours adapter les chambres de traitement ou avoir les générateurs plus puissants, justement, dépendamment des propriétés de la matrice. Et la propriété, je pense que la plus importante à considérer, c'est la conductivité. Donc, si on regarde le mécanisme classique de l'action des champs électriques pulsés, donc quand notre matrice est placée entre deux électrodes, donc on peut avoir un phénomène d'électroporation. Donc, les deux grandes applications, les deux grandes voies, justement, d'application de ce phénomène existent à l'heure actuelle. Donc, la voie à gauche, c'est l'impact sur les micro-organismes. Donc, ici, on peut viser leur destruction pour les fins de pasteurisation à froid. Donc, industriellement, cette application existe pour le jus. Donc, ou une application plus innovante, Claude, justement, aussi travaille avec cette application. Donc, c'est biostimulation. Et un deuxième axe qui est quand même très important, donc c'est une électroporation des différentes matrices alimentaires avec le but d'améliorer le transfert de masse. Donc, ici, justement, on peut améliorer l'extraction donc des jus ou des huiles d'olive, ramollir les tissus, améliorer les procédés de séchage ou de congélation. À droite, justement, vous pouvez voir les photos des fraises. Donc ici, avec tout le volet durabilité environnementale, donc, dans lequel on vise aussi à réduire la consommation d'énergie. Donc, on peut avoir ça. Mais on peut aussi jouer sur la qualité de nos produits. Donc, et quand on pense à la durabilité, on va y aborder tout à l'heure.
J'encourage toujours aux gens à penser à la valeur ou à la qualité ou plusieurs types de qualité de nos produits. Donc, on voit que les fraises, en fait, si vous passez par l'Université Laval et vous voulez voir, en fait, qu'est-ce qu'on fait, n'hésitez pas à passer par mon bureau. J'ai ces fraises-là. Donc, pré-traitées, non pré-traitées, et c'est quelque chose. On applique juste quelques impulsions. On a un bel effet, une fraise comme fraîche. Donc, pourtant, c'est une fraise séchée, lyophilisée. Donc, et pareil, il y a une application industrielle des champs électriques pulsés sur la production des chips. Et on peut voir justement les chips qui ont été pré-traités avec juste quelques impulsions par champ électrique pulsé. Ils gardent une belle forme, couleur. Donc, au niveau de qualité, on peut quand même jouer. Donc, là, pour cette partie de présentation, donc, on va commencer par ce volet amélioration du transfert de masse. La prochaine. Et là, vous voyez une photo, peut-être elle est un peu floue de Poutine. Je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Donc, notre repas typique, voilà, qu'on aime au Québec. Ben, bien sûr, les deux composants principaux, c'est le fromage et les frites. Bien sûr, le sauce c'est aussi très important. Et, euh, vous pouvez peut-être anticiper, moi, de parler de fromage, mais vous faites déjà super bien. Donc, on a des bons fromages. Et là, je vais parler plutôt des frites, parce que ça, c'est une application de champ électrique pulsé qui a le plus de succès à l'échelle mondiale. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les frites. Et par la suite, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les fromages ou pour les futurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les fromages. Donc, là, je vais parler justement avec Claude, si tu peux passer, donc des bénéfices justement d'application des champs électriques pulsés pour la production des frites. Et là, je vais utiliser en fait une présentation de mon collègue Oleksiy Parniakov, justement d'ELEA. C'est une des grandes compagnies qui travaillent sur ces technologies. Donc, cette présentation avait eu lieu pendant le Green Food Tech à Montréal. La prochaine. Donc là, vous pouvez voir justement au niveau de certains éléments qu'on va pouvoir trouver dans les frites pré-traitées par les champs électriques pulsés. Donc normalement, les frites qui ne sont pas pré-traitées, comment on fait justement pour ramollir les tissus? Donc, on les trempe dans l'eau chaude. Donc, et là, ici, on s'entend qu'il y a des consommations d'eau qui sont assez élevées, donc les consommations d'énergie. Donc, et on voit justement au niveau de la qualité des frites, donc on peut plier nos frites, on peut faire plusieurs formes, mais on peut voir aussi, dépendamment justement de l'énergie qu'on applique. Donc, on peut quand même jouer avec cette qualité de produit. La prochaine. Donc, bien sûr, on a vu dans les sondages, quand on pense aux technologies émergentes, volet économique, c'est un volet primordial si on veut que cette techno soit viable. Donc, elle doit être viable économiquement d'abord. Donc, et avec cette technologie, on voit que les pertes d'amidon dans notre eau, justement, après le traitement par les champs électriques pulsés, est beaucoup moindre. Donc, euh, si je ne me trompe pas, ici, justement, dans une année, on peut quand même avoir des gains assez importants au niveau économique, au niveau financier. La prochaine. Et bien sûr, si on passe au volet de durabilité environnementale, donc on peut quand même, avec un exemple de la production de 26 tonnes de frites par heure, donc avec 7700 heures par année. Donc, on peut avoir quand même les gains significatifs en termes de l'énergie, mais aussi en termes de l'eau. Donc, vous pouvez voir aussi des équivalents. Donc, euh, ça, c'est une manière justement toujours de vulgariser, de mettre plus en application des données environnementales. La prochaine. Donc, deux autres paramètres, justement, auxquels on peut penser de point de vue qualité, mais aussi économique. Donc, c'est justement les rendements. Donc, on a par an autour de 1000 tonnes de plus de frites qu'on peut produire, dû justement à la diminution des pertes de l'amidon dans l'eau.
Donc, et on utilise aussi moins de l'huile, donc c'est bon du point de vue économique, mais aussi du point de vue notre santé ou santé de nos consommateurs. Voilà. Un très bel exemple, j'espère justement d'avoir ces applications pour l'industrie laitière et même plus spécifiquement fromagère dans le futur. On travaille très fort. Donc, je laisse la parole à Marie-Claude pour le volet microbiologique. Parfait, merci Sergey pour le bel exemple. Ça nous a mis en appétit. Donc, effectivement, quand on parle d'inactivation de micro-organismes, les champs électriques pulsés peuvent être utilisés pour cette fonction-là. Donc, on va voir ici des exemples. Qu'est-ce le potentiel d'utiliser les champs électriques pulsés pour remplacer la pasteurisation, par exemple, et également pour la biostimulation des bactéries. Donc, le lait, c'est une soupe de bons et de mauvais micro-organismes. Comme vous pouvez le voir à droite, là, c'est seulement quelques exemples, mais on peut autant avoir des bactéries qui sont bénéfiques que des bactéries pathogènes. Alors, la sécurité ou la salubrité alimentaire, elle est très importante. Donc, la pasteurisation, c'est un élément clé pour s'assurer que le lait de consommation est sécuritaire. Alors, c'est une considération qu'on doit avoir quand on regarde une technologie et qu'on veut remplacer une technologie conventionnelle qui a des impacts potentiels sur la santé humaine. Alors, en termes d'efficacité du traitement, quand on parle de diminuer ou réduire une charge microbienne, euh, Sergey vous en a parlé déjà au départ, donc ça va être juste un petit rappel, mais les paramètres en tant que tels des champs électriques pulsés, le type d'équipement qui va être utilisé vont avoir un impact, mais également on doit considérer qu'est-ce qu'on veut aussi aller réduire. Donc, par exemple, si notre but, c'est d'aller vers des virus ou une levure qui est beaucoup plus grosse, comme on peut le voir à la schématisation à droite. Là. Donc, on voit le virus qui est plus alentour là, entre 1 et 10 nanomètres et la levure que j'ai représentée par une grosse bactérie à 10 à la 4 nanomètres. Donc, on peut voir là, que la taille elle est différente et donc, plus que la cellule elle est grosse, plus qu'elle va être sensible justement à l'action des champs électriques pulsés. Et ça a été démontré, par exemple, que l'efficacité sur les virus, là, les champs électriques pulsés, ce n'est pas la bonne technologie à ce moment-là. Également, l'état dans lequel la bactérie se trouve, est-ce qu'elle est en état de croissance exponentielle? Est-ce qu'elle est plus autour de sa phase stationnaire? Ça aussi, ça va avoir une influence là, sur sa susceptibilité à être sensible aux champs électriques pulsés. Euh, Bien entendu, également, les propriétés intrinsèques de l'aliment, sa conductivité, Sergey en a parlé un peu. Le lait, c'est une matière avec une conductivité qui est quand même très élevée, un effet protecteur aussi de la matière grasse et des protéines qui limite son efficacité. Donc, on va aller un petit peu plus en détail sur quels sont les effets des champs électriques pulsés. Alors, quand on donne des impulsions, à gauche de l'écran, vous pouvez voir qu'une cellule, c'est très, très hautement schématisé, c'est une cellule qui est intacte. Et lorsqu'on commence à appliquer justement le traitement, on peut voir qu'il y a la formation de trous dans la paroi de la cellule de la bactérie. C'est ce qu'on appelle l'électroporation. Et quand on va au-delà du seuil critique que la bactérie peut tolérer, le nombre de trous, si on peut vulgariser comme ça, eh bien, on va tomber dans la zone de irréversibilité qu'on appelle, et donc ça va mener à la mort de la cellule. Par contre, si on est en condition dont la cellule est capable de se réparer, on va parler d'une condition réversible. Et tout ça dépend de la force du champ, du type d'équipement, du type d'aliment et également de la sensibilité de la bactérie en elle-même. Si on regarde un petit peu plus micro au niveau là, vraiment d'une cellule bactérienne, ici, vous avez un exemple là, très schématisé de l'électroporation. Donc, à gauche de l'écran où vous avez la lettre A. Donc, vous avez en premier une membrane qui est
non attaquée ou qui est saine. Et donc, quand là, on va ajouter, justement, quand on va faire le traitement, on va avoir des ouvertures et il va même y avoir une réorganisation au niveau de la membrane. Il y a également des changements chimiques comme des différences au niveau de la polarité qui vont augmenter justement les réactions avec le milieu externe. Et à l'extrême, il va aussi y avoir un changement au niveau de la perméabilité, ce qu'on peut voir là, qui est schématisé en C. Donc, tous ces effets-là sont cumulatifs et peuvent justement, euh, au-delà du seuil critique, provoquer la mort de la cellule. Donc, comment on fait pour savoir si la cellule, elle est morte, elle est vivante, elle est endommagée? Il y a une technologie qu'on utilise dans nos laboratoires, puis je dirais que cette technologie-là, elle est quand même utilisée beaucoup dans le domaine médical, dans le domaine des cellules végétatives, mais depuis une dizaine d'années, il y a plus d'applications dans le secteur des aliments. euh, Plus spécifiquement. Et pour la cytométrie de flux, il y a quelques auteurs, là, ça commence justement avec cette technologie-là pour être en mesure de voir l'effet des champs électriques pulsés. Parce que cette technologie-là nous permet de voir justement l'état des cellules. Pardon, est-ce qu'elle est viable, endommagée ou est-ce qu'elle est morte? Donc, je vais y aller très brièvement là, au niveau de la description de la technologie. Alors, on a notre bactérie en question qui a été traitée au champ pulsé, on la dilue dans le milieu et on le fait s'aligner dans le tube où est-ce qu'on voit des petits points mauves. Donc, pensez quand vous étiez à l'école primaire, là, puis qu'on vous disait, c'est la fin de la récré, on s'aligne, on est tous en rang. Donc, c'est exactement ce que l'appareil fait. Elle met les bactéries un après l'autre. Et ensuite, on va passer justement un faisceau lumineux et il va avoir un détecteur. Et dépendant de la fluorescence, parce qu'au préalable, on aura ajouté justement des colorants. Et dépendant si la cellule elle est endommagée, si elle est active ou si elle est morte, elle va y avoir une différente fluorescence qui va être émise. Et c'est ce qui nous permet de discriminer à ce moment-là. Ici, je vous présente un exemple qui n'est pas, qui est pas une application directe des champs électriques pulsés, mais c'est juste un petit peu pour vous permettre de vulgariser de visualiser qu'est-ce que cette technologie-là, cette analyse-là peut vous permettre. Alors, à gauche de l'écran, on peut voir l'état des cellules dans l'axe des Y et dans l'axe des X, c'est différentes bactéries. On a le contrôle et le LZ, c'est le lysozyme qui est un antimicrobien qui est reconnu pour aller couper la paroi cellulaire de bactéries. Et donc, on peut voir que la bactérie, où est-ce que j'ai surligné ou mis un rond en rouge, on peut voir que toutes les cellules sont en gris foncé lorsqu'on ajoute le lysozyme et donc on a notre majeure population, elle est morte. Et c'est ce qui se transpose dans les cytogrammes qu'on a à droite. C'est vraiment ce que la cytométrie de flux doit nous donner. Le premier cytogramme, le A. Donc, on peut voir que la population vers le bas, de bas à droite, c'est la population qui est vivante. Si on monte un petit peu, on a notre population qui est blessée. Et à droite, en haut de l'écran, on a notre population qui est morte. Donc, on peut le voir avant traitement que la majorité, elle est vivante, mais quand on regarde la lettre G du cytogramme, on peut voir que toutes les cellules se sont basculées vers la zone du mort. Donc, ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est qu'en moins d'une heure, on dirait même 30 minutes, on est capable d'avoir des résultats. Donc, ça, c'est très, très intéressant, surtout quand on fait des essais en champ électrique pulsé, et on veut voir l'effet sur nos bactéries. Donc, très, très intéressant comme technologie. Alors, maintenant, on est rendu à l'axe 2 de notre présentation. Donc, au niveau des applications alimentaires en chimie et en microbiologie, je vais continuer en vous parlant de quelques exemples en microbiologie. Donc, la diapositive ici, c'est un peu ce que Sergey nous mentionnait dans ses applications au départ, qu'il y a des applications plus en microbiologie, qu'on peut aller justement réduire la quantité de bactéries, mais également au niveau de la biostimulation. Ici, c'est un schéma qui est très simpliste. On prend juste en compte les champs électriques, la force de champ. Puis, on peut voir
l'échelle de 0 à 70 et on peut voir qu'on a une zone de réversibilité qui est entre le 10 et le 30. Et plus qu'on augmente, ben, plus qu'on va justement aller vers l'inactivation de bactéries. Et tout ça, euh, comme je le mentionnais, ça va dépendre de ton type d'aliment, ça va dépendre de ton traitement, de la charge de bactéries également, là. Donc, c'est seulement à titre d'exemple pour vous donner une idée qu'il y a une zone réversible et une zone d'irréversibilité. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est quand on est en condition d'irréversibilité. Donc, quand on veut réduire la charge microbienne, comme par exemple remplacer la pasteurisation, dans nos facteurs à considérer, on a les paramètres d'opération. On a également l'effet protecteur, comme je mentionnais. Le lait a une haute conductivité. Elle est chargée aussi en matière grasse, protéines, qui fait un effet protecteur. Aussi, lorsqu'on est à une charge microbienne élevée, l'efficacité peut être affectée. Et également, on a certains micro-organismes qui vont faire des chaînettes. Donc, ça aussi, ça peut avoir un effet au niveau des champs électriques pulsés. Et j'attire votre œil à droite de l'écran. Donc, ici, c'est très schématisé, mais c'est pour vous montrer l'effet de la température sur les champs électriques pulsés quand on transforme, quand on veut traiter du lait. Donc, si on veut le faire à froid, parce que c'est un des avantages de la technologie, on veut que le lait soit traité à basse température. Donc, on peut voir que la performance, on entre 0 et 40, le pouce en bas, ça veut dire que ce n'est pas très efficace pour diminuer la charge microbienne. Par contre, si on fait un traitement à chaud, lorsqu'on a des températures de plus de 50 degrés Celsius, bien là, on vient ajouter le concept justement de barrière ou en anglais, là, les hurdles. Donc, on vient ajouter cet élément-là en plus des champs électriques pulsés. Eh bien là, on a une bien meilleure réduction au niveau de la charge microbienne. Par contre, dans ces deux applications-là, comme je le mentionnais, un des avantages des champs électriques pulsés, c'était de les faire à froid. Alors, c'est à considérer dans votre étude si cet axe-là vous convient ou pas. Donc, on a fait une preuve de concept dans nos laboratoires. Donc, vous avez les gens ici là, qui ont participé à ce projet-là. Où est-ce qu'on a regardé l'effet des champs électriques pulsés sur le microbiote naturel du lait et de son aptitude fromagère? Comme on l'a vu précédemment, quand on fait un traitement au champ électrique pulsé à basse température, il y a peu d'effets. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas combiner deux technologies, donc la microfiltration, qui est une technologie qui va débactériser euh, justement notre lait à froid, et d'y ajouter en combinaison avec les champs électriques pulsés et de voir est-ce qu'on est capable d'aller remplacer la thermisation du lait, qui est un traitement de sous-pasteurisation qui est utilisé par certains industriels pardon, pour fabriquer, par exemple, des fromages au lait cru. Donc, on est parti avec cette hypothèse-là. Donc, notre plan expérimental, c'est qu'on est parti de notre lait cru, on l'a écrémé, on a thermisé. Ensuite, une fois qu'on a thermisé, on a microfiltré et ensuite, on a fait les champs électriques pulsés. Vous remarquerez aussi dans mon schéma ici, on a une inoculation avec Lactobacillus plantarum. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette bactérie-là, elle a été déterminée dans la littérature comme étant d'une sensibilité similaire à Listeria monocytogenes. Donc, on s'est dit, on va regarder si cette bactérie-là, quand on traite justement avec la microfiltration et les champs électriques pulsés, est-ce qu'on est capable d'avoir une diminution de cette bactérie modèle qui pourrait remplacer Listeria monocytogenes? On a fait des analyses microbiologiques, des analyses physico-chimiques, puis on a regardé deux forces de champ à ce niveau-là, qui étaient 10 et 15, parce que notre équipement en usine pilote, il a des limitations. Et ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Sergei pourra vous en parler un petit peu plus tard. Donc, quand on a suivi notre population de lactobacilles, donc je vous rappelle, on a
microfiltré notre lait. On a ensuite ajouté notre Lactibacillus plantarum. Et ensuite, on a fait les champs électriques pulsés et on a comparé ça à un traitement classique de pasteurisation en batch et une thermisation également. Et donc, ce qu'on peut voir à droite de l'écran, c'est en termes de pourcentage d'efficacité de la réduction de la charge microbienne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec nos deux champs électriques pulsés, on a une diminution seulement de 20 quand on compare à une pasteurisation qui est 100 ou une thermisation à 99,96 Donc, à la lumière, les champs électriques pulsés combinés avec la microfiltration ne seraient pas nécessairement euh, la bonne combinaison d'outils pour pouvoir remplacer un pour un la thermisation. On a regardé un petit peu quand même plus loin, est-ce qu'il y avait des effets sur la coagulation du lait? On n'a pas vu de différence significative. Puis le thermisé, on s'en attendait d'avoir quand même une fermeté, un indice de fermeté un petit peu un petit peu plus faible parce qu'on n'a pas corrigé l'effet avec du chlorure de calcium. Donc, c'est normal d'avoir un petit peu une valeur un petit peu plus basse, là. Mais à ce niveau-là, il n'y aurait pas d'effet du traitement sur les champs électriques des champs électriques pulsés sur la coagulation, sur l'indice de fermeté du gel à 30 minutes. Donc, maintenant, on va parler de biostimulation. Donc, on va diminuer notre force de champ. Et là, on va aller plus dans l'effet de, justement, est-ce que le fait de créer de l'électroporation va aller stimuler la bactérie pour, par exemple, qu'elle accélère sa croissance, accélère sa production d'acide lactique. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Donc, c'est un projet qui est en cours. Donc, avec notre étudiant qui est William Thibault. Donc, il y a Julie Barrette qui travaille aussi, Annie et Sophie Lamotte qui aident aussi dans le développement de méthodes. Puis, on a aussi Sergei, là, j'ai oublié de te mettre, je suis désolée, dans la loupe, qui travaille aussi là, dans ce projet-là. Et je ne vais pas trop en parler parce que c'est des études qui sont en cours, mais William il est sur l'appel aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions plus spécifiques, ça va lui faire plaisir là, de répondre à vos questions à la fin. Juste une petite note, je lui avais déjà demandé, donc il ne sera pas surpris d'entendre mon commentaire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sergei. Merci Marie-Claude. Là, justement, on vous a donné un bref aperçu de ce qui se passe plus conventionnellement, même si on parle d'une technologie émergente. C'est le volet électroporation. Par contre, il existe aussi une autre dimension qui est encore plus émergente. C'est l'impact de cette technologie sur la structure et les propriétés des constituants alimentaires. Quand on parle plus au niveau du lait, euh, on sait que au niveau de la matière grasse, il n'y a pas beaucoup d'influence des champs électriques pulsés. Par contre, sur certains composés comme les protéines, là, on peut trouver quand même des effets assez intéressants. Et c'est aussi un axe que je développe beaucoup au sein de mon laboratoire. Quand j'étais engagé comme prof justement à l'Université Laval en 2017, c'était un axe quand même très, très, très important de mes projets de recherche innovants que j'ai proposés parce que justement, quand on applique pour le poste de prof, il faut qu'on propose des projets innovants. Et à l'époque, en 2016-17, c'était un axe très, très, très innovant. Donc, il y avait quelques travaux sur les protéines, mais pas tant que ça. Ici, aux applications auxquelles on peut penser à l'amélioration de la fonctionnalité, on va y revenir tout à l'heure. Réduction de l'allergénicité. Je sais que mes collègues de McGill, professeur Vijay Raghavan, travaillent sur ces aspects. On peut aussi penser aux améliorations des interactions avec d'autres molécules. La prochaine. Euh, Quel est le mécanisme en fait ici? Quand on parle de ce type d'application, on n'est pas dans le monde de l'électroporation et des cellules, donc on sort du monde microbiologique et on s'embarque dans le monde plus chimique. Et c'est là je vois toujours une pertinence de notre collaboration avec Marie-Claude parce que moi je ne suis pas microbiologiste, mais je suis plus chimiste. C'est très complémentaire. Donc, l'idée ici, justement, d'appliquer des champs électriques pulsés
Donc, pour jouer justement sur les structures protéiques. Donc, au début, dépendamment encore une fois des paramètres de notre procédé, donc de force de champ principalement et des paramètres reliés aux impulsions. Donc, on peut changer le moment dipolaire, donc grosso modo jouer avec les charges dans les molécules protéiques. Et si c'est les protéines globulaires, comme par exemple la bêta-lactoglobuline ou alpha-lactalbumine, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir les structures protéiques, donc exposer les groupements hydrophobes ou les groupements sulfhydryl, par exemple. Donc, et si notre traitement, la sévérité de notre traitement augmente, on peut même provoquer les liaisons protéine-protéine, donc, et même les liaisons covalentes comme les ponts disulfure, donc, et mener, si le traitement est beaucoup plus sévère, à l'agrégation des protéines. Donc, la prochaine. Donc, cette dénaturation protéique était rapportée dans plusieurs travaux et des applications de champs électriques pulsés reliées à la microbiologie. Donc, justement, étant donné que cette techno vise plus une application de pasteurisation à froid, disons, donc là, l'idée, c'était aussi que la technologie n'affecte pas trop d'autres composés, comme les vitamines, par exemple, et les protéines. Mais dans certaines applications, on veut aussi jouer sur les enzymes. Donc, c'est les enzymes qui sont aussi des protéines, donc qui étaient visées. Et vous voyez ici l'effet justement des champs électriques pulsés sur quelques enzymes. C'est une compilation justement d'un super bel article de Marie-Claude et Claude Champagne, donc qui a été publié en 2022, où vous pouvez aussi, que vous pouvez consulter, mais vous pouvez constater que dépendamment des paramètres de traitement, donc, et aussi des enzymes, on sait qu'elles peuvent être présentes dans le sérum ou associées avec les micelles de casine ou à la matière grasse. Donc, comme Marie-Claude a mentionné, qui protège aussi ces molécules contre l'action des champs électriques pulsés. Donc, les taux d'inactivation de ces enzymes aussi varient avec ces paramètres. Prochaine. Bien sûr, pour nous, quand on pense au lait, on ne peut pas passer à côté des casines, donc les protéines majeures du lait. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été effectuées justement dans cette direction, mais il y en avait quand même quelques-unes. Donc, et on sait que ben, les casines sont assez complexes, donc c'est pas comme les protéines globulaires, comme bêta-lac, par exemple. Donc, elles ont des structures lâches et désordonnées, donc il n'y a pas vraiment ou peu de structures tridimensionnelles. Comment ils sont stabilisés dans le lait, justement avec les interactions entre elles ou avec les ponts, on appelle ça phosphocalciques très schématiquement. Donc, les petits points noirs justement dans la représentation de Holt et de Cruyff. Donc, et l'idée aussi était de voir, OK, on peut imaginer plein d'ingrédients ou des produits justement avec lesquels on a besoin de changer la fonctionnalité, l'état de mes cellules de casine, de les détruire ou de les préserver. Donc, et quelle est l'action de champ électrique pulsé sur ces micelles? Donc, une étude qui est quand même, ça date donc de 2006 de Fleury a étudié ces impacts et quand même avec certaines conditions, je dirais, assez sévères. Là, on est à 45 kilovolts par centimètre ou 55 même. Donc, c'est pas tous les équipements qui peuvent nous permettre justement d'aller jusque-là. Au niveau de conditions, c'est très, très, très sévère. Donc, ils ont quand même remarqué qu'on peut jouer sur la taille de missiles de casine, donc avec certaines conditions. Donc, ils ont testé aussi la durée d'impulsion, donc on peut quand même diminuer la taille de missiles de casine. Par contre, les auteurs n'ont pas remarqué le changement d'état des minéraux. Donc, on sait que dans les casines, on peut retrouver nos minéraux sous forme colloïdale, mais aussi une partie des minéraux se trouve dans le sérum. Donc, ce résultat, quand même, peut nous dire que ces changements ne sont pas très, très, très majeurs, mais aussi la prochaine.
c'est ce qui était étudié, c'est le temps de coagulation. Donc, voilà, avec les champs électriques pulsés, dépendamment aussi de la fréquence ici, donc des conditions, on peut quand même observer, comme à gauche par exemple, donc on peut jouer sur le temps de coagulation en appliquant les champs électriques pulsés. Par contre, encore une fois, comme Marie-Claude a mentionné, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, l'effet important des paramètres de CEP à considérer pour ce type d'application. La prochaine. Donc, justement, une voie que je développe justement dans mon équipe, c'est une valorisation de lactosérum, ou plus spécifiquement des protéines de lactosérum. Ou plus spécifiquement, on vise une valorisation un petit peu plus poussée. Donc, si on regarde la pyramide de valeurs, donc là, on vise plus le haut de la pyramide, donc les applications alimentaires plus nutraceutiques, disons, ou même pharmaceutiques. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de produire les hydrolysats à partir des protéines de lactosérum. Donc, il y a plusieurs applications pour les nourrissons ou par exemple pour la nutrition sportive ou comme les agents nutraceutiques. Donc, le marché est quand même assez intéressant. Donc, 14,2 millions de dollars donc, en 2022 avec une tendance de croissance. Donc, voilà. La prochaine. Donc, comme vous êtes tous au courant, là, au niveau de base théorique d'hydrolyse enzymatique, je pense qu'on on ne doit pas aller très loin. Mais le problème ici, c'est l'efficience ou l'efficacité justement de cette réaction, surtout quand on pense aux protéines globulaires compactes. Donc, ici, le défi qu'on peut retrouver, c'est justement l'accessibilité des sites actifs donc pour l'action entre la protéine et l'enzyme, donc afin de produire entre autres les peptides qui ont plusieurs types de bioactivité, donc ils peuvent avoir plusieurs types de bioactivité. Donc là, avec le champ électrique pulsé, justement, on a essayé d'aller explorer qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement cette efficacité. La prochaine. Donc, et justement, on a commencé, on était les premiers à l'échelle mondiale, justement, qui exploraient ces questions de recherche. Donc, justement, 2 thèses de doctorat ont été soutenues, donc en collaboration avec mes collègues. Donc, Laurent Bazinet, qui va aussi présenter une causerie à la fin du mois de février. Donc, et mes collègues de l'Université de technologie de Compiègne, professeur Eugène Vorobiev, Nabil Krimi et Nadia Boussetta. Donc, le premier étudiant Roxette, donc, qui a terminé ses études en 2021, mais ici, Héloïse Clouseau, une autre étudiante, donc, qui a travaillé sur ces sujets. La prochaine diapo. Donc, ici, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut voir? Et là, justement, avec les collègues en France, on a étudié aussi 2 modes des traitements électriques à haut voltage. Donc, ici, avec les arcs électriques, on peut voir que, en comparaison avec notre contrôle, donc l'échantillon contrôle, mais aussi, on peut avoir les gains intéressants en termes de degré d'hydrolyse, donc le nombre de peptides générés, si on résume ça, c'est un petit peu plus poussé que ça. Donc, on peut améliorer l'hydrolyse enzymatique à 66%. La prochaine. Et avec les champs électriques pulsés, on peut aller même au-delà de ces valeurs. Donc, et même, on peut aller, selon les autres études, au-delà des valeurs des protéines pré-traitées conventionnellement. Et quand on veut justement affecter la structure des protéines globulaires par les voies conventionnelles, c'est les traitements thermiques. Donc, dans nos études aussi, on a étudié ça. Donc, on a vu que les CEP, des fois, performent même mieux que les traitements classiques thermiques. La prochaine. Donc, justement, quel était le mécanisme? Ben, le mécanisme était justement de changer leur structure tridimensionnelle. Donc, comme vous pouvez voir, on peut jouer surtout sur certains éléments de la structure de nos protéines, par exemple les hélices alpha et les feuilles bêta. Donc, vous voyez que dans la forme native de bêta-lac, on a à peu près 6,3% des hélices alpha et 36,6% de feuilles bêta.
Donc, et quand on applique les traitements électriques à haut voltage, donc on change le balance de ces éléments de la structure. Et on a normalement trois états, donc état natif de métal-lac, état transitoire et état dénaturé. Donc, on ne veut pas aller vers l'état très, très, très dénaturé parce que justement, les protéines peuvent s'agréger, donc et on ne règle pas notre problème d'efficacité de réaction catalytique. Donc, on cherche plutôt à l'état transitoire. Donc, et justement, on a bien trouvé, vous avez vu justement des impacts super intéressants sur la production des peptides. La prochaine. Et justement, bien sûr, on a analysé aussi la composition de ces peptides, mais très sommairement, c'est ce qu'on a remarqué, on peut jouer même avec la sélectivité de libération de certains peptides, donc ce qui est quand même super intéressant quand on vise la bioactivité, donc en appliquant les différents paramètres de traitement électrique à haut voltage, donc on peut jouer avec la production des peptides plus qui ont les propriétés antimicrobiens ou antidiabète ou autres. Donc, ce qui est très, très, très intéressant. Donc, ce projet a été continué justement en collaboration avec mes collègues de l'Université de Lille dans le cadre de notre labo international, donc, dans lequel on a exploré tous ces aspects théoriques. Comme je vous ai dit, c'est un axe très émergent. Donc, avant d'aller vers les applications, quand même, on aimerait bien comprendre quel est le mécanisme d'action. Donc, en comprenant ça, après, on peut aller explorer plusieurs axes. Donc, et c'est un projet en Cotitel qui était justement soutenu par Ellery Clouseau l'année passée, donc, où elle a travaillé sur la compréhension des effets de champ électrique pulsé sur l'alpha-lactalbumine et sur les protéines beaucoup plus complexes, donc les protéines de poids. Et l'idée de son projet, c'était aussi d'avoir une synergie. Donc, la prochaine. Avec les champs électriques pulsés, en fait, l'idée, c'est d'agir sur les protéines. Donc, mais la partie enzyme aussi est quand même très importante parce que les enzymes coûtent cher, comme vous le savez. Donc, et justement, souvent à la fin de procédé, on ne les récupère pas, on les détruit, on juste les laisse. Donc, dépendamment du type d'application. Donc, et l'idée, c'est quand même de les récupérer et réutiliser. Donc, Ellery, justement, avec mon collègue Renato Froidevaux, justement, qui est un expert en catalyse enzymatique, elle a travaillé sur immobilisation et réutilisation de ces enzymes. Donc, elle a étudié cette synergie entre champs électriques pulsés et les enzymes immobilisées pour produire les peptides bioactifs à partir des protéines alimentaires. La prochaine. Parfait. Merci, Sergey. Donc, on va aller, on continue dans les champs électriques pulsés, puis on va aller dans les fromages. Donc, on a vu les frites. Donc là, on va aller dans le fromage. Donc, qu'est-ce que ça fait, le fait de traiter des laits crus avec des champs électriques pulsés et comment ça peut influencer des fromages semi-fermes avec des probiotiques? Dans la littérature, il y a très peu d'informations sur ce qui se passe dans la maturation et c'est ce qu'on est allé valider là, avec l'équipe, justement, Julien, Sylvie Turgeon, Sergey, moi-même. Puis, on a eu un étudiant, un postdoctorant, pardon, Celso Fassura-Baltazar, une stagiaire, Alissa Clément de France, et aussi le support là, de Sophie, Annie, Rachel et Nathalie dans mon laboratoire là, pour le soutien aux diverses analyses de laboratoire. Donc, on a traité nos laits comme on a obtenu comme la littérature, donc peu ou pas d'effet sur le microbiote du lait. On s'est dit, OK, on continue quand même à faire, à regarder est-ce qu'il pourrait y avoir un potentiel dans justement le fromage en tant que tel. Et donc, on a regardé l'effet de la protéolyse. C'est quand même un élément qui est important pour le développement justement de la texture du fromage. Donc, on a fait vieillir nos fromages pendant 60 jours. Et donc, ce qu'on peut voir sur la diapositive ici, les barres blanches, ce sont du lait cru, la condition lait cru. La barre en noir, c'est des laits qui ont été pasteurisés en batch. Et les deux barres en gris sont deux différentes forces de champ, 15 et 25 kilovolts par centimètre.
Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, une fois qu'on a traité notre lait et qu'on fait notre fromage, il n'y a pas de différence significative, non plus après une journée, mais c'est dans le temps, après 60 jours, où est-ce qu'on voit une augmentation significative au niveau de la protéolyse. Qui est de l'ordre de de 12 à 23 significativement là, pour 15 et 25 kilovolts par centimètre. Puis comme on l'a vu avec les explications de Sergey, les champs électriques pulsés peuvent avoir augmenté la susceptibilité des protéines laitières justement à la protéolyse. C'est ce qu'on a postulé ici, là. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'aller plus loin pour aller voir plus de façon macroscopique à ce niveau-là, mais c'est quand même des résultats intéressants qu'on peut voir justement que le fait que les champs électriques pulsés peuvent amener une différence au niveau de la protéolyse et qui semble ici être accélérée dans les fromages qui ont 60 jours. On a également fait de la digestion au niveau des fromages pour valider est-ce qu'il y a un effet une fois là, que le fromage a été digéré dans l'intestin, mais on n'a pas vu de différence significative à ce niveau-là. On a voulu regarder également s'il y avait des bénéfices santé par des propriétés bioactives. Donc, à gauche de l'écran, on a regardé l'effet antioxydant, qui est en fait, l'effet antioxydant, on peut comparer ça à la capacité d'une substance à nous protéger contre des dommages, les dommages des radicaux libres, et ceux-ci sont dommageables là, parce qu'ils peuvent abîmer nos cellules. Donc, les antioxydants, ils agissent comme des boucliers, si on veut, pour neutraliser là, ces molécules-là. Alors, plus que notre valeur elle est élevée, meilleure on a une capacité antioxydante. Donc, on a encore nos quatre conditions. La barre en blanc qui est notre condition à partir de fromage fait de lait cru. Les noirs, c'est notre lait pasteurisé. Et les deux en gris, ce sont les champs électriques pulsés. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que nos deux traitements de champs électriques pulsés ne sont pas significativement différents d'un fromage qui a été produit à partir d'un fromage au lait cru. Mais quand même, on voit une tendance quand on utilise une force de champ qui est plus élevée à une teneur qui augmente au niveau de son activité antioxydante. Donc, si on regarde à droite de l'écran, au niveau des activités antidiabétiques, ça, c'est une voie dans la littérature qui est de plus en plus émergente, de voir justement l'utilisation de médicaments qui vont aller inhiber l'action des enzymes alpha-amylase et la alpha-glucosidase, qui sont en fait des molécules qui vont aller couper les molécules de sucre complexe là, quand on parle des amidons. Et donc, quand on inhibe ces enzymes-là, eh bien, on va aller justement réguler le- euh, la production justement de sucre dans le sang et donc il pourrait y avoir des effets anti-diabétiques. Et plus que dans les tableaux qu'on voit A et B à droite de l'écran. Donc, ce qu'on peut voir, c'est plus notre valeur elle est élevée, plus que l'effet d'inhibition elle est important. Donc, c'est un effet bénéfique recherché. Alors, j'attire votre attention sur notre diagramme, notre graphique de l'alpha-amylase qui est en haut à droite. Et on peut voir que la condition de champ électrique pulsé la plus élevée qu'on a utilisée, on aurait une différence là, significative comparativement à nos fromages qui ont été faits de lait cru et de lait pasteurisé. Donc, quand même, un effet qui est intéressant. Également, si on regarde en bas à droite de l'écran, donc au niveau de l'alpha-glucosidase, on peut voir que les champs électriques pulsés ont la même inhibition là, que le lait cru comparativement à un lait qui a été pasteurisé. Donc, ce qu'on peut conclure au niveau des activités antidiabétiques, c'est que les champs électriques pulsés peuvent nous permettre de moduler là, des propriétés bioactives dans les fromages. Donc, euh, à notre connaissance, là, on est pas mal la première équipe qui a étudié ces effets-là. Puis, je pense que ça peut ouvrir de belles portes dans le futur pour explorer d'autres propriétés bénéfiques là, de l'utilisation des champs électriques pulsés. J'avais parlé aussi de
fromage probiotique. On n'a pas vu d'impact des champs électriques pulsés là, sur la viabilité des probiotiques, que ce soit avant ou après la digestion. Donc, quand on parle de l'axe numéro 3, au niveau des défis de la mise à l'échelle du laboratoire à l'usine, je vais passer la parole à Sergei. Merci Marie-Claude. Et bien sûr, il y a plusieurs défis justement de passage de l'échelle pilote vers l'échelle laboratoire, vers l'échelle pilote et industrielle. Et bien sûr, la problématique, c'est vraiment une dépendance de technologie d'une application visée. Donc, dans le but, qu'est-ce qu'on vise? Donc, est-ce qu'on vise détruire les micro-organismes, lesquels, comme Marc-Claude a expliqué? Donc, ça va dépendre justement des paramètres qu'on recherche donc, et de la puissance de l'équipement, la configuration des cellules qu'on cherche. Donc, si on va un petit peu plus précisément vers ces aspects, la prochaine. Voilà, l'aspect de voltage est quand même très, très, très important. Donc, si, exemple, on vise une désintégration pardon, cellulaire, on est plus autour de 1 kV par centimètre, donc c'est pas hyper puissant, donc c'est très faisable avec les consommations d'énergie qui sont super intéressantes, pour 1 kJ par kilogramme. Donc si on vise une activation microbienne, là on est de 10 à 30, et ça dépend des micro-organismes. Donc, les consommations d'énergie sont autour de 100 kJ par kilogramme et même des fois plus. Donc, et justement, au niveau des limites de courant, donc ça c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que si on a une matrice comme le lait qui a une conductivité assez élevée, donc on doit avoir aussi les appareils qui vont nous permettre de monter en courant pour explorer davantage les conditions de différentes sérités. La prochaine. Voilà, donc type de cellule, bien sûr, à l'échelle de laboratoire, on aime tout contrôler, avoir c'est ça, des cellules qui nous permettent de mesurer plein de choses, être très, très, très versatile aussi. Donc, vous voyez en haut, justement, une cellule que Marie-Claude a dans son labo, donc une cellule batch avec 2 électrodes. Mode opératoire est assez simple. Donc, on peut tout bien contrôler et tout ça. Par contre, quand on passe à l'échelle industrielle, donc souvent on est en mode continu et ça demande une adaptation justement de nos cellules qui vont pour avoir justement les propriétés et les conditions qu'on a trouvées à l'échelle laboratoire. Et au niveau industriel, c'est pas toujours, il faut bien convaincre justement les industriels qu'il y a un potentiel justement d'application. Donc, il faut chercher vraiment des bels effets. Donc, avant de passer à cette échelle pilote même ou industrielle, donc pour leur vraiment convaincre, parce que c'est toujours un peu un cercle vicieux. Quand on va vers nos producteurs ou transformateurs des aliments, ils vont dire, OK, combien ça coûte? Justement, c'est ce qu'on a vu dans notre sondage. Et quand on va chez les équipementiers, ils ont dit, ben, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à implanter cette technologie? Donc, c'est pourquoi je pense que c'est très, très, très important et on est quand même assez chanceux d'avoir des subventions qui nous permettent justement de boucler de boucles de deux côtés, donc de mettre en relation la science et l'application. Donc, ici, justement, il y a un des défis à considérer quand on pense à la mise à l'échelle, c'est le type de cellule et sa configuration. La prochaine. Donc, l'autre chose, donc, c'est les paramètres d'impulsion, donc d'avoir des équipements, exemple, à l'échelle laboratoire, on a testé les impulsions bipolaires, donc, qui nous permettent quand même d'avoir des effets moins significatifs sur le changement de pH ou affecter un peu moins nos électrodes. Donc, avec les mêmes conditions, exemple, de force de champ électrique, il n'y a pas d'équipement industriel, donc on doit quand même aller chercher nos partenaires industriels équipementiers pour les convaincre justement à aller nous proposer des conditions au niveau des impulsions qui vont nous donner des résultats qu'on a trouvés à l'échelle laboratoire. La prochaine.
Donc, bien sûr, euh, on peut penser justement à notre matrice. Donc, c'est très, très, très important quand on vise une application par les champs électriques C, de voir ok, quel type de matrice qu'on a. Donc, exemple, pasteurisation dans les jus est déjà à l'échelle industrielle. Donc, par contre, pour le lait, c'est pas le cas. Et donc, comme Marie-Claude a dit, le lait est très complexe. Donc, il y a les effets protecteurs, justement, de la matière grasse ou des protéines. Donc, ce qui nous empêche, justement, d'aller explorer davantage les influences des CEP sur certaines molécules ou d'inactiver les micro-organismes. Donc, ça, c'est un paramètre toujours à considérer. Ça pourrait être aussi un frein au niveau de l'adoption d'une technologie à l'échelle industrielle. Donc, mais par contre, une des bonnes nouvelles, on a quand même plusieurs équipementiers à l'échelle mondiale, plutôt en Europe. Donc, comme vous pouvez voir, la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc, mais quand même, il y a des compagnies en Inde, aux États-Unis, justement, une des installations que j'ai dans mon laboratoire, un système en continu, ça vient de Diversified Technologies. Donc, et quand même, c'est des compagnies qui sont ouvertes à collaborer, même pour les projets de recherche. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et je vois de plus en plus l'apparition des chercheurs qui travaillent vraiment sur le volet équipement. Donc, parce que moi, je me vois plus sur le volet application de cette technologie. Donc, mais il y a des gens, des chercheurs aussi qui s'intéressent au développement des équipements. Donc, ce qui est une très, très, très bonne nouvelle. Donc, je reprends la parole. Donc, un autre des freins ou des défis, ben, c'est la perception des consommateurs. Donc, une nouvelle technologie, un nom, champ électrique pulsé, pulse electric field en anglais, ça peut faire peur. Donc, il y a une étude là, qui a été faite en 2024 et effectivement, il y a une perception le plutôt de méconnaissance au niveau de cette technologie-là. Donc, il y a une inquiétude au niveau du consommateur, une peur, il y a aussi une confusion. Est-ce que c'est comme le micro-ondes? Donc, il y a vraiment une perception là, de méconnaissance là, qui n'aide pas au niveau de la perception du consommateur. Heureusement, il y a des solutions. Il y a des solutions pour communiquer, de mieux éduquer justement le consommateur. Donc, ben, de communiquer les bienfaits de la technologie, certains, il faut que ce soit vrai. C'est un critère, mais pour augmenter la perception justement positive d'une technologie, ça a été prouvé que si on a des gains sur le goût, sur la santé, sur la sécurité euh, alimentaire, ben, ça peut justement augmenter cette perception de positivité. Également, avec tous les changements climatiques, les consommateurs sont de plus en plus conscients. Donc, s'il y a des gains au niveau de la durée de vie, au niveau environnemental, mais ce sont des bienfaits qui pourraient être mis en lumière. Justement pour augmenter cette perception plus positive au niveau du consommateur. Donc, on va passer maintenant au quatrième axe de notre présentation, qui est au niveau plus de la qualité, l'innocuité et la réglementation. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, les produits laitiers, c'est une matrice complexe. C'est une matrice aussi qui peut contenir des pathogènes. Donc, c'est réglementé, vous le savez, vous travaillez dans le milieu. Donc, euh, il faut justement, quand on explore des technologies, toujours avoir en tête ces éléments-là. Alors, la première chose, la première fois qu'on a utilisé notre équipement en usine pilote, euh, on apprenait donc comment ça fonctionnait. Ici, Sergey vous a montré un équipement qu'il y avait dans son laboratoire. Ici, c'est celui que nous possédons. Donc, très simplement, en haut à gauche, on a l'entrée, on a la sortie et tout est fait en ligne, si on veut, là. Donc, vous voyez en bas à gauche de l'écran, on a le in et le out et des positions 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le liquide rentre par 1, 2,
va se faire traiter dans la cellule qu'on voit entre le 2 et le 3 et ressort une fois traité. On s'est rendu compte, c'est que l'équipement, c'est pas instantané. Donc, le temps que les paramètres se stabilisent, ben, l'échantillon va passer tout droit de toute façon. Donc, on vient contaminer notre ligne ici parce qu'on n'a pas de bypass. Donc, on a dû adapter la prochaine diapositive que je vais vous présenter. Je vais vous montrer comment nous, on a outrepassé cette barrière-là. Mais si je fais un peu un parallèle avec un pasteurisateur de type HTST qu'on utilise dans l'industrie, ben, le chemin en vert, c'est justement le chemin que le lait cru va aller passer. Et lorsque il est pasteurisé de façon adéquate, il va ressortir euh, où est-ce que vous voyez la flèche là, en haut à gauche. Par contre, s'il n'atteint pas ces paramètres qu'on veut, ben, on va tomber en ce qu'on appelle la diversion. Donc, on a notre façon de ne pas contaminer notre restant de ligne et s'assurer que notre produit va être traité de bonne façon. Donc, est-ce que c'est seulement un design là, de notre équipement? Probablement qu'on peut faire la modification puis avoir un bypass, mais c'est des choses là, qu'on doit quand même tenir en compte quand on étudie une nouvelle technologie puis qu'on le compare à notre standard ou notre technologie conventionnelle. Donc, comme je vous le mentionnais, nous, on a dû s'adapter pour qu'on puisse traiter nos échantillons de façon sanitaire parce on a expérimenté des post-contaminations. Puis, donc, c'est vraiment la séquence qui nous a permis d'étudier les champs électriques pulsés sans se contaminer. Donc, on a fait un nettoyage régulier avec acide et caustique. On a utilisé un agent assainissant. Puis, le temps que l'appareil se stabilise, on a passé une solution stérile saline à la même conductivité que le lait, ce qui a permis à l'équipement de pouvoir se stabiliser et nous, justement, de pouvoir passer notre échantillon là, de façon sécuritaire. Et la même chose quand on voulait passer nos échantillons B et C. Alors là, on passait, c'est sûr, on faisait une pousse à l'eau, on mettait notre agent d'assainissement et on reprenait notre séquence de solution stérile saline. Donc, au niveau de l'approbation réglementaire, c'est certain que c'est un point qu'il faut considérer. Tout dépendant de la technologie, de l'application, de la matrice alimentaire, bien, tout ça va faire que justement l'approbation ou donc ça va déterminer également si on a besoin d'une approbation réglementaire. Je n'irai pas plus loin dans mes explications ici. Je vous ai mis le lien sur Santé Canada qui s'occupe de l'approbation des aliments nouveaux, des technologies nouvelles. Mais c'était seulement ici pour vous sensibiliser que vraiment, il y a plusieurs facteurs à considérer, dépendant du degré aussi euh, de l'aliment. Si on parle d'un lait cru versus un fromage comme application, ben, le risque n'est pas le même. Donc, c'est tous des facteurs à considérer là, dans votre évaluation et qui peut faire également que ce soit un défi à la mise en échelle. Donc, quand on parle de remplacer la pasteurisation, par exemple, c'est certain qu'il y a des considérations comme, par exemple, la réglementation. Donc, dans le règlement sur les aliments et drogues, on mentionne qu'il est interdit de vendre la sécrétion lactée normale provenant des glandes mammaires d'une vache qui n'aurait pas été pasteurisée à une température et une période qui assure la réduction de l'activité de la phosphatase alcaline. Donc, Sergey en a touché mot un petit peu au niveau de l'inactivation des enzymes par champ électrique pulsé. Effectivement, il faut se poser la question, est-ce que cet indicateur clé-là, qui est utilisé, qui est demandé dans la loi, peut être utilisé lorsque j'utilise cette nouvelle technologie-là? Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut se poser comme question. Et dans le bas de la diapositive, je vous ai présenté des taux d'inactivation qui sont différents si on utilise justement les champs électriques pulsés à froid versus les champs électriques pulsés à chaud. Donc, on a quand même des pourcentages dans la littérature qui sont quand même assez distancés, de 24 à 42 si on le fait à froid et de 29 à 67 si on le fait à chaud. Mais encore là, ici, c'est parce qu'on applique différents paramètres
différentes forces de champ. Donc, c'est ce qui fait aussi que ça varie. Donc, c'est pour vous montrer également que les facteurs de paramètres ont un impact sur l'inactivation là, de l'enzyme clé qu'on suit pour s'assurer que notre pasteurisation a été correctement effectuée. Je vous donne ici un exemple. Ce n'est pas les champs électriques pulsés, mais un peu pour vous donner l'évolution d'une technologie qui n'est plus si nouvelle parce que justement est de plus en plus utilisée, mais dans une perspective que peut-être dans les années futures, il y aura plus d'applications dans les champs électriques pulsés pour les produits laitiers. Bien, c'est au niveau des ultraviolets. Dans les premières applications dans le secteur laitier. Donc ici, là, c'est un exemple à gauche au niveau de l'autorisation de les autorités en Irlande pour utiliser le traitement ultraviolet après la pasteurisation pour avoir des laits à plus longue durée de conservation. Donc, en anglais, là, les ESL, les Extended Shelf Life Product. Donc, ici, on peut voir que cette approbation réglementaire, il y a moins de risques parce qu'on a déjà effectué la pasteurisation du lait. Et donc, ici, les ultraviolets viennent complémenter la pasteurisation. Donc, c'est peut-être un des avenirs aussi des champs électriques pulsés de venir complémenter euh, un traitement qui est déjà conventionnel utilisé dans l'industrie. À droite de l'écran, euh, un peu l'évolution de l'approbation des ultraviolets dans une application pour produire des concentrés de protéines laitières, protéines sériques, lactoferrine en poudre qui ont été traités, dont le lait cru a été traité avec des ultraviolets. Donc, ça a été une approbation qui a été euh, approuvée en 2025 là, par la FDA. Important à noter, le lait cru ne peut pas encore, le lait cru, non, les laits traités au UV ne sont pas encore acceptés pour le lait de consommation. Donc là, encore ici, on revient au principe de barrière. L'approbation est seulement pour les produits en poudre. Donc, ici, on a l'effet de la température et l'effet de l'activité de l'eau qui viennent euh, augmenter la sécurité ou la salubrité de cet aliment-là. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sergey pour le dernier axe au niveau de la durabilité. Oui, merci beaucoup, Marc-Claude. Petite chose, je vous présente un gâteau de mariage justement de Stockholm Resilience Center. Parce qu'on peut représenter la durabilité par les différentes façons et c'est un axe que je tiens vraiment à cœur et sur lequel justement ça me fera plaisir de donner aussi une conférence un petit peu plus tard dans l'année. Une petite chose qu'on remarque, que je remarque souvent quand on parle de la durabilité, souvent c'est un axe juste environnemental que les gens considèrent. Donc, et même un autre raccourci qu'on fait souvent, comme vous voyez ici, c'est les objectifs de développement durable établis par l'ONU. Donc, c'est le 13 souvent qui est dans la tête de plusieurs personnes. Là, on parle des consommateurs, des industriels, donc, et d'autres strates justement de notre population. Pourtant, justement, la durabilité comprend vraiment plusieurs objectifs et on peut réfléchir quand on pense aux technologies et même aux nouvelles technologies d'attaquer plusieurs justement cases, par exemple sur l'éducation, sur la santé et pour la biosphère qui est vraiment à la base de ce gâteau. Donc, on peut penser ben, au changement climatique ou aux autres catégories d'impact qu'on peut estimer justement avec la conception de nouveaux produits ou l'implantation de nouvelles technologies. La prochaine. Voilà, un de mes objectifs préférés, c'est justement le partenariat pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable, dans lesquels, sans ce partenariat, en fait, on peut rien faire. Donc, et vous faites partie. Un exemple que je peux vous donner d'application en fait de votre collègue. Donc, j'enseigne en cours justement en développement durable que j'ai développé en 2020. Et dans le cadre de ce cours, on a une activité sur l'entrepreneuriat responsable. Donc, on est allé filmer Marie-Claude, Marie-Chantal
Oud, qui tient à cœur vraiment plusieurs volets environnemental, biodiversité, société, donc créer toute cette valeur, pas juste pour sa propre fromagerie et bergerie avec son frère, mais aussi pour la communauté. Donc, sur plusieurs aspects, les étudiants ont vraiment apprécié beaucoup cette capsule qu'on a mis en place justement cette année. Donc, vous pouvez même participer justement au volet éducationnel par ce type d'intervention. La prochaine. Et justement, l'aspect que je développe dans le cadre de mes activités de recherche et en collaboration avec mes collègues vise à opérationnaliser ce concept dans les cas plus pratiques, parce que quand on parle de la durabilité, des fois, j'entends aussi des discours et des commentaires de certaines personnes et les consommateurs que j'en peux plus entendre. Tout le monde dit que je suis plus durable en changeant une petite chose. Donc ici, en tout cas, moi, je me suis donné un défi d'essayer d'opérationnaliser ce concept et de donner les chiffres. Peut-être c'est plus facile pour l'axe économique. Il y a des défis sur l'axe environnemental, mais axe social, des fois, on s'embarque dans un nouveau monde. Je vous donne un exemple. On travaille pour le moment avec la valeur culturelle de notre alimentation. Donc, comment on chiffre ça? Donc, comment on met en lien avec les autres piliers? Donc, c'est tous les défis sur lesquels on s'attaque, bien sûr, pas moi seul, en collaboration avec d'autres experts, parce que c'est toutes les sphères d'expertise qui sont différentes. Donc, on a besoin des experts, mais on a aussi besoin de vous, des producteurs et des transformateurs, justement, pour faire avancer ce concept. Euh, Justement, quand on parle de l'éco-efficience, on parle de deux axes environnemental et l'axe de valeur. Donc, axe environnemental, on aime toujours aller de manière plus rigoureuse, donc avec une analyse de cycle de vie, parce que cette norme, ce concept est standardisé, donc qui nous permet vraiment d'estimer les impacts environnementaux, les différentes catégories un petit peu plus simples, dépendamment de nos objectifs comme consommation d'énergie ou des produits chimiques et avec les catégories plus complexes comme les émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la santé humaine, sur la qualité de nos écosystèmes. Donc, et pour ça, justement, on a besoin des données, donc de la production, de la distribution, de la transformation, pour voir, OK, ici, justement, on change les procédés ou les produits, qu'est-ce qu'on peut avoir comme l'impact et comment on peut communiquer aussi à nos consommateurs. La prochaine. Et quand on pense à la composante de la valeur, donc ici on peut aller vers l'analyse un petit peu multicritère, donc en explorant la valeur monétaire, profit net, coût de production, ça c'est des valeurs qui sont quand même très importantes pour les producteurs et transformateurs. Les prix pour les consommateurs, bien sûr, mais on peut aller aussi dans le domaine alimentaire, on a d'autres valeurs pour nos produits, comme la valeur fonctionnelle, qualité nutritionnelle des aliments, maintenant, la loupe de Santé Canada est en vigueur, donc on n'a pas le choix de penser aussi à cette valeur, ou la valeur esthétique et apparence du produit et tout ça. Et comme je vous ai dit, on travaille aussi avec la valeur culturelle. Donc, la prochaine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études de la durabilité pour cette nouvelle technologie, donc des champs électriques pulsés. J'ai trouvé une seule des collègues justement de l'Allemagne, donc qui comparait le profil environnemental des deux jus, donc le jus de tomate et de melon, melon d'eau, ou pastèque dans lesquels ils ont comparé les traitements thermiques avec les traitements par les champs électriques pulsés et les traitements par les hautes pressions. Et on voit qu'au niveau de profil environnemental, là vous voyez ici, il y a des barres qui contiennent plusieurs catégories d'impact environnemental. On peut aussi les agréger, donc avec une catégorie ressources, changement climatique. Santé humaine et qualité d'écosystème. Et grosso modo, on voit que c'est ça, les scores sont assez similaires. La prochaine. D'où l'importance qu'on voit ce profil environnemental qui n'est pas très différent. Et quand on pense justement à l'implantation des nouvelles technologies, souvent on voit ce type de profil, des petites différences. Pourquoi? Parce que la partie production de la matière première, dans notre cas par exemple, ça pourrait être le lait, est très important. C'est plutôt là où se trouve notre impact. Et comme les transformateurs, nous, on a un devoir justement d'utiliser au maximum notre matière. Donc,
Et, pour justement voir, OK, et comment on pourrait être plus durable. Donc, on peut complémenter ce profil environnemental avec justement l'analyse de valeur. Donc, exemple ici, dans cette étude par Elia, ils ont comparé aussi les rendements du jus. Donc, en appliquant une technologie des champs électriques pulsés, donc on peut aller avec des améliorations de 6%, donc ce qui est quand même assez intéressant. La prochaine. Donc, oui, ici, là, tu peux mettre toutes les animations, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'application avec les pommes de terre. Donc, on vise de passer avec notre technologie conventionnelle d'une zone lose-lose, où on perd en termes d'impact environnemental qui sont assez importants et avec la valeur, par exemple, esthétique ou nutritionnelle de nos aliments, vers une zone gagnante-gagnante dans laquelle on a l'impact environnemental moindre que notre stratégie conventionnelle, mais aussi on a d'autres gains comme par exemple les gains économiques ou nutritionnels ou au niveau d'apparence du produit, par exemple, comme dans ce cas-là. La prochaine. Et bien sûr, on peut viser aussi les questions de la santé de notre population. Donc ici, avec moins d'absorption de l'huile, on est gagnant aussi dans cet axe. Donc, les messages à retenir pour cette technologie, bien sûr, c'est la spécificité, sa spécificité à l'application visée, donc ce qui nécessite justement un design optimal de l'équipement. Donc, ça nous amène vraiment au point que les recherches nécessaires justement pour comprendre les mécanismes, donc sur les effets de champs électriques pulsés, sur les micro-organismes, par exemple, ou sur les molécules alimentaires. Et dans ce cas, on a besoin quand même d'une collaboration avec nos partenaires industriels. Donc, et comme Marie-Claude a mentionné, les aspects réglementaires sont à considérer, donc dépendamment de l'application, ainsi que l'acceptation par les consommateurs. Mais justement, Marie-Claude a donné quelques pistes justement de solutions pour une meilleure acceptabilité de cette technologie. La prochaine. Donc, juste quelques mots, si vous êtes intéressé par les concepts d'économie circulaire, on va les discuter très prochainement, le 12 mai, dans le cadre de l'ACFAS. Donc, on organise un colloque en économie circulaire pour une alimentation durable. Donc, s'il y a des étudiants aussi dans notre public, vous pouvez soumettre vos résumés pour les petites présentations ou les affiches. La prochaine. Et juste un petit annonce. Donc, ça, c'est la dernière édition du congrès Green Food Tech dans lequel on discute toutes les questions sur les technologies émergentes. C'est vraiment un congrès qui est dédié à la transformation des aliments et les aspects de durabilité. Donc, si vous êtes intéressé, la prochaine édition aura lieu à Québec, printemps, très probablement au mois de mai 2027. Donc, il y a beaucoup de places de discussion et des rencontres. Donc, c'est un congrès international. Donc, il y a beaucoup de gens de l'international qui viennent pour y assister et partager ces innovations. Donc, on vous remercie chaleureusement de votre attention. On a dépassé, je vois, un peu de temps. Oui, merci tout le monde. Puis ben, merci à tous ceux aussi qui ont fait avancer les projets parce que Sergey et moi, on est les porteurs aujourd'hui des projets de recherche, mais avant tout, c'est beau d'avoir des idées, mais ça prend des gens qui sont là puis qui travaillent fort justement pour élaborer les plans expérimentaux et tout ça. Donc, merci beaucoup. Puis vous avez nos équipes qui ont travaillé sur ces projets-là. Donc, je vais maintenant laisser la parole. Vous avez nos informations, la parole à Marie-Pierre. Et merci beaucoup pour la présentation. On va prendre quelques questions. On a encore du temps. On avait mis jusqu'à 15h30. Donc, je vois que Jean-Scott avait posé une question dans le clavardage et il est encore en ligne. Est-ce que, Jean, tu voudrais poser ta question? Oui. Oui. Quand vous avez parlé d'affecter les protéines de bêta-lactoglobuline, est-ce qu'il y avait une forme de dénaturation ou jusqu'où vous pouvez aller, puis ça pouvait être une application qui pourrait servir à la dénaturation des protéines de lactosérum pour
augmenter les rendements fromagers? Oui, bien sûr, ça pourrait être quelque chose qui est visé pour les rendements fromagers. Après, il faut toujours avoir ce lien entre le degré de dénaturation, parce que quand on dénature les bêta-lacs, ils vont interagir avec nos casines, donc en formant aussi les ponts disulfure avec les casines kappa. Donc on peut aussi les bloquer et bloquer aussi l'accès à notre chymosine, donc pour la coupure de ces bouts-là. Donc ici, il faut voir les pour et contre. Mais ça, c'est une des voies que j'aimerais bien explorer. Et dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est des données qui ne sont pas toujours concordantes. Donc, dépendamment des conditions justement de traitement, on peut voir l'impact donc sur la coagulation, donc sur le rendement fromager. Donc, d'autres auteurs rapportent que ben, il n'y a pas d'impact. Plus d'études à venir. Puis du côté que vous avez discuté que ça pouvait aller jusqu'à affecter les virus, est-ce que vous savez s'il y a des effets si jamais on passerait des lactocérums au champ électrique pulsé par rapport aux phages? Oui, c'est un bon point, Jean. Malheureusement, les virus sont pas impactés par les champs électriques pulsés, donc ce ne serait pas la C'est bon. bonne technologie à utiliser là, pour enlever les phages, malheureusement. Parfait. J'avais aussi vu qu'il y avait des résultats qui sortaient que ça diminuait de beaucoup, d'à peu près 33% la viscosité, que ça augmentait la solubilité de 12% sur des essais qui ont été faits pour des MPC ou des WPC avant les séchages. Ça, avez-vous des informations sur les bénéfices qu'on pourrait avoir à utiliser ce type de technologie-là avant un séchage par atomisation? Moi, de mon côté, j'ai pas exploré ça, puis j'ai pas regardé nécessairement dans la littérature, là, mais c'est certain que peut-être qu'effectivement, il y a un effet si on va justement changer au niveau de la structure de la matrice là, avec les protéines, ça pourrait avoir un effet sur la viscosité, là, mais moi, de mon côté, je ne l'ai pas étudié, je n'ai pas regardé dans la littérature en ce sens-là. Là. Je ne sais pas, Sergei, est-ce que tu veux bonifier, toi, de ton côté? Oui, mais en fait, justement, dans l'étude de Flory, ils ont étudié l'impact sur la viscosité. Justement, on peut jouer sur viscosité, mais ils n'ont pas allé jusqu'au séchage. Donc, pour le moment, c'est ça, j'ai pas d'études, en tout cas, selon ce que j'ai vu sur l'impact des CEP sur la matrice et ensuite le séchage. Il y en a eu un petit peu, c'est par, là, je suis pas sûr de la bonne prononciation, là, mais Elia. Oui. Lui, il OK. en a fait un petit peu là-dessus, puis ça a été présenté en Californie à un salon sur les protéines il y a quelques mois. Ben, OK. je pense qu'en tout cas, de mes connaissances, ils sont très, comment je peux dire, très partants pour aller travailler avec l'industrie laitière, mais ils n'ont pas encore trouvé des applications donc, qui fonctionnent comme les pommes de terre, exemple. Donc, OK? ils cherchent des opportunités. Donc, probablement, justement, c'est un des projets qui est dans ce Ah projet. ben, c'est intéressant parce que sur la présentation, il y avait Build Dairy, AgroPur, puis il y avait une coupe d'entreprises. Fait que, au pire, je pourrais te l'envoyer, Oui, Marie-Claude, vu que j'ai ton adresse Oui, oui, courriel, merci. puis je pourrais vous partager cette présentation-là. Oui, vraiment intéressant parce que oui, tu sais, si justement tu es capable de moduler la viscosité, d'avoir puis d'avoir une fonctionnalité aussi au niveau de la poudre, à ce niveau-là, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant là, de créer des nouvelles textures. Est-ce que ça l'aide pour la solubilisation? Je ne sais pas si dans ton étude, ça l'aidait aussi pour la solubilisation, mais tu sais, c'est toutes des choses qui pourraient Ouais, être les intéressantes à regarder, deux- là. 2,1%. Puis ça diminuait aussi la grosseur des particules. Fait que là, il OK. faudrait voir les détails liquides ou séchés, là, mais je vais t'envoyer ça, puis on pourra en reparler. Merci. Ben oui, mais nous, merci. on a fait les tests avec les protéines modèles. Donc, ben, on sait que nos protéines séries, quand même, ont la bonne fonctionnalité. Donc, ben, avec les traitements qu'on a fait, quand même, on pouvait améliorer certaines propriétés fonctionnelles, dont les propriétés moussantes. Euh, voilà.
on n'est pas allé plus loin sur ça. Donc, ça Ok. serait bien de voir, OK, il y a où des avancements, ou des avancements. Merci. Ouais. Merci, Jean, pour les questions. Oui, merci. Moi, j'en aurais une aussi pour vous. Tout à l'heure, vous parliez, tu sais, de faire, par exemple, le traitement thermique, puis par la suite, peut-être, on pourrait utiliser les champs électriques pulsés pour venir bonifier. Est-ce qu'on pourrait bonifier, par exemple, pour désactiver la chymosine? Souvent, en industrie, tu sais, on veut, pour les durées de vie, on veut venir jouer sur la désactivation de cette enzyme. Tout à l'heure, j'ai vu que vous l'aviez présenté certaines enzymes, mais j'ai pas vu la chymosine. Je sais pas si ça a été étudié. J'ai pas vu ça. Et là, ici, probablement, il peut y avoir aussi un défi parce qu'on est vraiment dans la matrice fromagère. Donc, et là, on doit placer notre matrice vraiment dans un liquide. Donc, c'est ça. Je, je vois peut-être les difficultés d'opérationnaliser ça. Donc, avec nos fromages, pourtant, j'ai vu, justement, en se préparant à cette présentation, il y avait des études sur les poudres fromagères dans lesquelles il met justement les fromages si je me rappelle bien, dans une unité de batch. Donc, avec l'idée de détruire plus la matrice fromagère avant de produire les poudres fromagées. Donc, mais avec la chymosine, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés parce que, voilà, c'est pas une enzyme libre. Non, Ça, effectivement, oui. Oui, Merci. puis on ne connaît pas l'efficacité nécessairement du champ électrique pulsé sur la chymosine spécifiquement. Est-ce que c'est ça que ça va aller targeter ou ça va être d'autres choses aussi, là? Donc, Effectivement, oui, oui. Oui, on a une autre question. Vous pouvez poser Manon? votre... Oui, Manon, vous pouvez poser votre question. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? oui, Oui. Oui. Ok, super. Bah déjà, bonjour et merci pour votre présentation très claire et intéressante. Vous avez mentionné plusieurs fois l'importance des paramètres des champs électriques pulsés et ensuite parlé de la durabilité. Je me demandais s'il existait des études sur l'identification des paramètres bah, justement des champs électriques pulsés idéaux à mettre en œuvre pour à la fois bah, atteindre la qualité souhaitée de la matrice, par exemple quand on parlait de la fromageabilité du lait pour réduire aussi le coût et l'impact environnemental du procédé. Selon mes connaissances, non. C'est très émergent les études sur la durabilité. Pourtant, je suis assez surpris parce que les équipes en fait, qui développent ces procédés, il y a quand même des équipes conjointes qui sont très fortes en analyse de durabilité. Non, ça c'est vraiment un axe super pertinent, justement, de point de vue recherche, mais aussi application. Donc, d'étudier ces analyses multivariées, disons, de Ouais, l'impact des paramètres, des procédés de la matrice, donc sur la qualité et sur les paramètres économiques et ouais. environnementaux. Ouais. Ok, ok, merci. Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres questions pour nos conférenciers? Oui, Oui. William. Oui, tu peux y aller, William. Que vous m'entendez? Bonjour. oui, on t'entend. OK, ça fonctionne. Merci beaucoup pour la présentation, Marc-Claude puis Sergey. J'avais une question, peut-être plus pour Sergey, au niveau de la durabilité, de la durée, pardon, des impulsions. On voit les nanosecondes comme étant vraiment hyper émergents. Est-ce qu'il y a beaucoup de technologies qui ont cette option-là d'utiliser la nanoseconde? Ou c'est vraiment seulement à échelle laboratoire, puis pas encore adapté pour l'industriel? Oui, bah, selon mes connaissances, même à échelle labo, c'est pas quelque chose qui est bien développé. Donc là, industriel, pas encore. Mais il y a nos amis en Chine qui développent très rapidement les choses. Et là, des fois, c'est ça, je suis pas toujours leur tendance. Donc, je sais, exemple, avec les arcs électriques, il y a quelques années, il n'y avait aucune
aucun système en continu, alors que maintenant ils ont développé ça, donc ils voient aussi un potentiel. Donc, probablement, il y a des explorations, comme justement Jean tout à l'heure a donné un exemple d'une présentation d'un industriel, justement, qui n'est pas toujours disponible dans les moteurs de recherche. Donc, probablement, il y Mhm. en a, mais selon mes connaissances, c'est assez émergent pour le moment. OK. Merci. S'il n'y a plus de questions, mais je vais vous dire merci encore. Puis, je vous invite à la prochaine causerie qui est vraiment la partie 3 sur les technologies émergentes. Donc, ça va être vraiment les principes et applications innovantes de l'électrodialyse en industrie laitière par Laurent Bazinet de l'Université Laval. Donc, on vous attend à cette causerie.